Bonjour. En cette fin du mois de juin 1772, au siège de la sénéchaussée de Marseille, M. Mende, le procureur du roi, est exaspéré. Depuis quelques jours, une rumeur se répand comme une traînée de poudre dans la rue d'Aubagne de Marseille et progressivement dans toute la ville. On aurait tenté d'empoisonner des filles de petite vertu, mais qui n'en étaient pas moins bonnes chrétiennes et fort estimées du voisinage. L'affaire était sérieuse, mais elle prenait une ampleur démesurée du fait même de la personnalité de celui que l'on accusait de ce méfait. Un gentilhomme provençal, âgé de 32 ans, Donatien Alphonse François de Sade, rejeton de l'une des plus illustres familles de Provence, dont les traces sont repérables depuis le XIIe siècle. Le fief historique de la famille de Sade était le château de Lacoste, dans le Luberon. La célèbre Laure, chantée par Pétrarque et vénérée par tous les lecteurs du poète, se nommait Laure de Sade. Cette beauté, disparue en 1348, est donc l'une des aïeules de Donatien, qui naquit à Paris en 1740, dans l'hôtel de Condé, sa mère étant dame d'honneur et amie de toujours de la princesse de Condé. Quant à son père, brillant officier, il inspectait les troupes à Cologne pour le roi, lors de la naissance de ce fils, pour lequel il envisageait le plus bel avenir. Élevé dans le luxe, Donatien fit des études honorables, mais déjà s'intéressait beaucoup au plaisir de la table, s'endettait pour payer ses folles dépenses, ce qui inquiétait sa famille. Si sa passion dure, elle l'aura bientôt ruiné, déplorait son oncle, l'abbé Jacques-François de Sade. Mais surtout, Donatien était très attiré par les femmes et menait une vie de plus en plus licencieuse. Ah, certes, il n'était pas le seul. La débauche et le libertinage se portaient bien depuis la Régence, et la plupart des édiles du pays menaient une vie pailletée de dévergondage. Capitaine de cavalerie en 1759, il est furieusement combustible. Gare aux Allemandes, rapporte l'un de ses compagnons. En mai 1763, au grand soulagement de ses parents, il épouse cependant Renée Pélagie de Montreuil, une femme douce, aimante, pieuse et dévouée, comme la suite de cette histoire le prouvera. Une femme aux yeux de laquelle l'époux ne pouvait pas avoir de tort, une sorte de sainte de l'amour conjugal, dont il mangera la dot en quelques mois. En fait, il l'épouse par raison, pour satisfaire sa famille, et il la trompe aussitôt avec une petite comédienne qu'il fait passer dans le monde pour sa femme. Son mariage ne l'empêchera jamais de poursuivre sa vie de débauche qui va le conduire aux pires orgies. Et Renée Pélagie fermera les yeux. Renée Pélagie, c'est la belle à côté de la bête, l'ange à côté du monstre. Il faut savoir qu'à Lacoste, comme au château de Valérie, propriété de la famille de Sade, habitera en même temps que le vice la vertu, et aux côtés du plus détestable des maris, la plus exemplaire des femmes. Pourtant, la passion d'une épouse pour son mari, hissée jusqu'au sublime, finira un jour par atteindre ses limites, et après 27 années de mariage avec le marquis, qui entrera en prison à 37 ans pour n'en sortir qu'à 50, après 27 années de lutte, d'humiliation, d'abnégation et de pardon,
René Pélagie finira par jeter l'éponge et s'enfermera dans un couvent. Elle y mourra en 1810 après avoir largement payé son tribut à la misère humaine. Ce sont, disions-nous, ces excès qui vont différencier Sade des libertins de son époque, comme Mirabeau, son propre cousin. Sade, lui, franchit les limites admises dès l'âge de 20 ans. Il les franchit encore plus carrément en 1768 avec Rose Keller, une pauvre fille qu'il ramasse dans la rue, lui propose de l'argent, l'enferme dans la petite maison qu'il vient de louer à Arcueil, l'oblige à se dénuder et la fouette abondamment. Elle parviendra à fuir et portera plainte. Elle ne sera que la première victime officielle d'une longue série. Sade n'est pourtant nullement inquiété, en dépit des poursuites engagées, des scandales à répétition, sans doute à cause de la position de sa famille, peut-être aussi parce que la débauche a le vent en poupe à cette époque, du moins depuis la Régence en 1715. Une part non négligeable des édiles menait une vie pailletée de dévergondage. Prostituées, mères maquerelles, comtesses lubriques et libertins pratiquants n'étaient pas seulement des personnages de romans érotiques. On les retrouvait un peu partout dans cette société qui se revendiquait du siècle des Lumières et affirmait que la liberté de l'homme ne pouvait passer que par la liberté des mœurs. Les ecclésiastiques n'étaient pas les derniers à contribuer à ce relâchement généralisé, qui, dès le début de la Régence, devait se faire retourner dans sa tombe la marquise de Maintenon. Le plus célèbre reste l'abbé Dubois, remarquable diplomate et abbé de cour, principal ministre sous la Régence. Son ascendance sur le régent était considérable, en raison de sa capacité, au dire de certains, à lui trouver des maîtresses de son goût. D'où l'aphorisme rapporté par Roger Perfit à propos de son élévation au cardinalat en 1721, alors qu'il ne savait même pas célébrer une messe. Le pape est fin cuisinier qui sait faire d'un maquereau un rouget. Au premier regard, notre marquis n'avait donc rien d'exceptionnel. Réunir fréquemment 4 ou 5 filles, sans oublier un fidèle domestique rendant tout service, qui s'en étonnerait encore? À Paris, en ce temps et en ces milieux, qu'y avait-il là d'extravagant? Rien, sans doute. Dès lors que cette mirifique activité de celui que l'on appelait alors le divin marquis était semblable à celle de nombreux libertins. Mais Sade allait bien plus loin. Et par ailleurs, Marseille n'était pas Paris. La différence essentielle de Sade par rapport aux autres libertins, c'est la mise en scène de ses orgies. Fouet, injures, blasphème, violence, une mise en scène parfaite, au cordeau, et c'est cela qui fit surtout scandale à Marseille. L'enfermement de force, les menaces, les injures, les outrages, les coups de martinet, voilà ce qui choque le plus. Sade joue le jeu du libertinage, mais va plus loin encore. Il franchit toutes les limites admises. Voilà qui soulève l'indignation des Marseillais. Dans toutes les couches de la société, on tempête contre l'archétype de la noblesse dépravée et arrogante qui se croit tout permis. À Marseille, certes, on n'est pas austère, loin de là.
On aime s'amuser, on ne dédaigne pas la bagatelle. Depuis fort longtemps, les prostituées font partie du paysage de la cité phocéenne, mais elles n'en sont pas moins respectées. Et surtout, à Marseille, on sait conserver la mesure. De surcroît, dans cette affaire de la rue d'Aubagne, il ne s'agit même pas de sévices, mais, tous les Marseillais en étaient persuadés, de tentatives de meurtre. Et c'était pour eux une ligne rouge délibérément franchie. Reprenons le cours de cette affaire ténébreuse à son début. Ce jour-là, du mois de juin 1772, alors que le soleil rayonnant annonçait dans un ciel lumineux un été chaud et sec, la voiture du marquis de Sade entrait à Marseille. Celui-ci venait dans la cité phocéenne pour régler des affaires d'argent qui l'ennuyaient. Il se rendit directement rue d'Aubagne, une rue populaire empruntant son nom à un certain Jean d'Aubagne, qui tenait vers 1690 une auberge à l'enseigne au logis d'Aubagne. C'était à l'origine une simple voie qui progressivement commença à être bordée de maisons au rez-de-chaussée desquelles s'ouvrirent des petits commerces, alimentation, habillement, quincaillerie, ancêtre du fameux empereur qui s'installera en 1827 au numéro 3. Une fabrique de cartes à jouer, créée en 1760 au numéro 8 par Nicolas Cauvert, lequel grava le fameux tarot de Marseille, l'un des plus anciens de la ville, mais aussi de petits hôtels où ces dames exerçaient leur profession en toute tranquillité jusqu'à ce qu'éclate cette regrettable affaire. Rue d'Aubagne, le marquis descendit à l'hôtel des 13 Cantons, un établissement modeste mais confortable qu'il appréciait beaucoup. Il expédia ses affaires rapidement, car il ne voulait pas perdre son temps et souhaitait jouir des multiples attraits de Marseille. Il aimait cette ville, toujours joyeuse et en liesse, sa simplicité, sa chaleur, celle de son climat et celle de sa population. Et avant de regagner son château de la Coste, il entendait bien prendre un peu de bon temps. Ne dit-on pas, après l'effort, le réconfort? Il chargea donc son fidèle valet Latour de l'organisation des réjouissances. Celui-ci se chargea de recruter des jeunes femmes âgées de 18 à 23 ans, au corps souple, aux seins avantageux et à la frimousse angélique. Et rendez-vous fut pris le 27 à 10 heures chez la pétillante Marie ou Mariette Borelli, au 15 bis de la rue d'Aubagne, à l'angle de la rue Longue des Capucins, avec 3 filles coquettes et allichantes, Marianne Laverne, Marianne Laugier et Marguerite Coste. Donatien de Sade, revêtu d'un costume de circonstance, redingote doublée de satin bleu, canne à pomme d'or en main et épée au côté, les accueillit en grande pompe et sortit une poignée d'écus de sa poche. Celle qui devinerait le nombre de pièces passerait la première. C'est Marianne Laverne qui remporta la mise. Ce préambule malicieux émoustilla vivement les filles. Pour attiser un peu plus encore l'ardeur de ces dames, le marquis offrit aux 2 Marianne ce qu'il présenta comme des pastilles enrobées de sucre à l'anis. Il en donna généreusement 7 à 8 à Marianne Laverne. Et la partie fine commença, avec flagellation, sodomie et autres fantaisies.
Je n'aborderai pas les détails sexuels de cette séance que l'on peut retrouver partout dans l'œuvre du marquis. Tout sembla bien se dérouler lorsque soudain Marianne Laverne se sentit près de défaillir, arrêtant là les débauches pour s'asseoir dans la cuisine et y prendre un verre d'eau, puis une tasse de café. La seconde Marianne, Marianne Laugier, prit également quelques pastilles, mais les recracha presque aussitôt. Quand Marianne Laverne, remise de son malaise, revint de la cuisine, elle trouva Latour en train de sodomiser le marquis. Elle précisera à 2 reprises. Puis Sade, visiblement très excité, se précipita sur elle et la sodomisa à 2 reprises aussi. La partie se poursuivit toute la journée sur le même rythme soutenu. Puis, le soir venu, vers 21h, Latour vint chuchoter aux oreilles de son maître qu'une autre fille, Marguerite Coste, encore plus séduisante que les autres, l'attendait chez elle, rue Saint-Ferréol. Le marquis, insatiable, s'y précipita. Les 6 francs qu'il lui donna pour le dernier épisode de cette chaude soirée allaient signer sa paire. Il lui proposa ses fameux bonbons. Elle en suça quelques-uns, mais sur l'insistance du marquis, elle vida le contenu du drageoir. Elle participa alors allègrement au jeu libertin du marquis, qui franchissait généralement les limites admises, car ce qui intéressait vraiment Donatien, voyez-vous, c'était la transgression et l'outrage. 1 heure plus tard, ne se sentant pas très bien, Marguerite ressentit de fortes brûlures à l'estomac, des nausées et des vertiges, et s'alita. Sade était alors reparti avec Latour, en chaise à 2 roues, attelée à 2 chevaux, en direction de son château de Lacoste, et il se félicitait de la réussite de sa petite partie galante à Marseille. Il songeait à présent aux prochaines représentations de théâtre qu'il souhaitait organiser dans son sanctuaire vauclusien. Ce sera peut-être Adélaïde de Duguesclin, une tragédie de Voltaire. Les 2 jours suivants, le 28 et le 29, Marguerite Coste ne cessa pas de vomir, malgré le passage d'un médecin le soir du 28. Le 30, la veuve Ravel, sa logeuse, la trouve toujours dans le même état et s'en inquiète. Elle se rend alors à la maréchaussée lorsqu'elle apprend de Marguerite qu'un inconnu, dit-elle, sans faire allusion bien entendu à la partie fine à laquelle elle avait été conviée, un inconnu lui avait fait prendre des dragées 3 jours plus tôt. M. Mende chargea alors aussitôt le lieutenant-général Jean-Pierre Chaumel de se rendre chez Marguerite Coste. La pauvre fille ne quittait plus son lit et disait avoir l'estomac en feu et vomir une matière noirâtre. La veuve Ravel et son neveu étaient à son chevet et lui faisaient boire des tisanes de sauge. Le lieutenant Jean-Pierre Chaumel se rend donc chez elle, comme on le lui avait demandé, et recueille sa déposition. Par ailleurs, une certaine quantité de matière noirâtre et fétide qu'elle continue à vomir est prélevée pour être analysée par le chirurgien Roux afin de connaître les causes précises de ce mal. Une perquisition est faite ensuite chez Marie Borelli qui permet de trouver 2 pastilles qui sont jointes au dossier. Le 1er juillet, le médecin Longe et le chirurgien Roux, observant que Marguerite Coste, qui continue à vomir, a les yeux étincelants, le visage rouge et enflammé, la langue humide et chargée d'un mucus blanchâtre, le pouls dur et fréquent. Son état reste stable toutefois, et puis s'améliore progressivement les 3 et 4 juillet. Une expertise est toutefois ordonnée.
Les 4 et 5 juillet, les maîtres apothicaires Rimbaud et Aubert reçoivent des mains du greffier Thomas les 2 dragées incriminées que l'une des victimes a fait semblant d'avaler et a recraché. Ils s'en mettent courageusement une partie sous la langue, les font brûler et les mettent à fondre dans de l'eau de chaux. La première constatation est qu'il ne s'agit pas vraisemblablement de poison, mais d'une préparation à base de mouches cantharides, sorte de petites cigales méditerranéennes dont le corps a été broyé et dont les vertus aphrodisiaques sont alors très connues. Le 4 juillet, Longe et Roux concluent dans un rapport remis à Chaumel à propos de Marguerite Coste. Premièrement, que ces symptômes proviennent du déchirement et de la cautérisation de la membrane veloutée de l'estomac et de l'intestin. Deuxièmement, que le déchirement est produit par quelques substances âcres et corrosives, contenues vraisemblablement dans les pastilles que la malade a mangées. Troisièmement, quoique la malade ne soit pas en danger imminent de mort, elle se trouve dans un état très fâcheux, fort fâcheux. Quant à Marianne Laverne, elle manifesta les mêmes symptômes à un degré moindre pour avoir avalé moins de pastilles, et ses médecins concluent de manière similaire. L'analyse des matières rejetées par Marguerite Coste et des pastilles retrouvées au domicile de Marie Borelli ne permet pourtant aucune conclusion définitive. Les premières analyses ne donnent que les médicaments absorbés par la malade pendant sa convalescence, et les secondes ne laissent voir qu'un grain d'anis enrobé de sucre fait artistement. Les 2 experts, qui au départ ne semblaient rechercher que de l'arsenic, concluent prudemment. Nous déclarons que les 2 dragées ne sont pas en quantité suffisante pour les soumettre à des expériences qui puissent en faire découvrir de façon certaine la qualité et la nature. Ces premières conclusions de l'enquête, peu explicites, allaient très vite accréditer les rumeurs les plus folles. Ainsi donc, le marquis de Sade aurait voulu empoisonner ces malheureuses, après naturellement leur avoir fait subir les plus cruels outrages. Peut-être pour éviter qu'elles ne parlent. C'était ignoble et inacceptable. Cependant, au même moment, on commence à parler de la véritable nature de la substance empoisonnante découverte par les 2 experts apothicaires dans les dragées d'anis, à savoir de la poudre de cantharide. Cette poudre est connue depuis l'Antiquité pour être plus aphrodisiaque que toxique. Monsieur Mende sent bien que l'affaire monte en puissance et qu'il ne faut pas tergiverser. Dès le 4 juillet, il a décrété la prise de corps contre Sade et Latour. Et c'est ainsi que la lourde machine judiciaire se mit peu à peu en branle, catalysée par la tension policière et publique que suscitait désormais le moindre dérapage du marquis. À Lacoste, le marquis ne se doutait pas encore de l'orage qui était prêt à éclater dans la cité phocéenne autour des filles de cette mémorable soirée marseillaise. Quand il est prévenu secrètement, le 9 juillet, de l'imminence d'une arrestation, il décida de quitter la Cosse au plus vite. Lorsque la compagnie des cavaliers de la maréchaussée d'Apt se présentèrent le 11 juillet à la requête de M. Mende au château de la Coste pour arrêter les 2 suspects, ceux-ci n'étaient plus là depuis plusieurs jours et avaient rejoint la Savoie. L'huissier d'Apt perquisitionna alors, saisit tous les biens et revenus du château
et dépose une assignation à comparaître dans la quinzaine. L'affaire commence à faire du bruit dans la cité phocéenne, mais aussi à Versailles. Elle engendre les premières échauffourées verbales entre la famille Montreuil et René de Maupeou, chancelier et garde des Sceaux, qui se détestent cordialement. Le 22 juillet, le baron de Montreuil, beau-père de Donatien, se fit l'avocat du marquis et écrit au ministre des Affaires étrangères, M. de Saint-Florentin. Une autre version de cette histoire, et les faits sont moins atroces et plus vraisemblables, c'est que ce jeune homme, le marquis de Sade, a été dans quelque mauvais lieu, qu'il a donné aux filles des pastilles avec des cantharides qui les ont beaucoup incommodées, et qu'une d'elles, qui en a mangé plus que les autres, est sur le point d'en mourir. Aucune de ces filles n'a péri. Les faits sont alors plus bénins et plus vraisemblables, car il apparaît que Sade n'avait pas l'intention d'empoisonner les prostituées, qui d'ailleurs, selon lui, devaient bien connaître l'effet de cette substance. Vous établissez que les femmes de l'espèce de celle-là ne doivent, ne peuvent connaître l'étymologie, les propriétés et les effets des mouches cantharides. Cela est faux. Il est très fort de leur état de connaître cette espèce de drogue, dont les propriétés ont la même vertu que leur art. Et il en est bien peu, je crois, qui ne sachent ce que c'est. Écrira-t-il. Pour le baron de Montreuil, Sade était en quelque sorte un expérimentateur scientifique, comme lors de l'affaire d'Arcueil, l'affaire Rose-Keller en 1768. Il avait été alors fait prisonnier pour des expériences inhumaines qu'on l'accusait d'avoir faites sur des individus vivants. Par ailleurs, la dimension politique de l'affaire, qu'il faut toujours replacer dans un contexte de révolte populaire latente contre l'impunité généralement accordée aux seigneurs débauchés, s'amplifie dangereusement. De surcroît, on commençait à accuser le procureur du roi d'inaction, voire de complaisance envers le marquis. M. Monde, dont l'intégrité et le sérieux n'avaient jamais été mis en défaut jusqu'à ce jour, était blessé par de telles accusations. Qu'importe son titre de noblesse et la notoriété de sa famille, il fallait que justice se fasse, et avec la plus grande sévérité, et M. Monde y pourvoirait. Il faut signaler toutefois que les Sade n'étaient pas de petits nobliaux de seconde zone, même si l'habitude prise d'appeler Donatien marquis, ce qu'il fut d'abord avant de devenir comte à la mort de son père, pourrait faire croire à une petite noblesse. Bien au contraire, on peut dire, sans risquer l'exagération, qu'ils étaient les piliers du royaume. Ce qui explique le fait que cette affaire, somme toute assez banale, au terme de multiples péripéties, devienne une affaire politique qui divisa la cour alors que l'on commençait à agiter des idées nouvelles et à attaquer la monarchie. Le roi lui-même finira par s'en mêler et, garant de la justice intraitable pour tous, lâchera cet aristocrate infâme qui jetait l'opprobre sur toute la noblesse. À Marseille, la colère gronde. La fuite de Sade et les complicités dont il avait assurément bénéficié exaspèrent la population. D'aucuns accusent M. Monde d'avoir fermé les yeux, voire d'avoir favorisé leur fuite. Mais on va encore plus loin encore, et la rumeur publique continue à enfler,
inexorablement. On affirme que les pauvres filles n'auraient pas été au nombre de 4, mais de 8. Puis on avance le nombre de 10. On chuchote qu'au moins 3 d'entre elles seraient mortes. Les gazettes se font l'écho de cette folle rumeur sans même prendre la peine de la vérifier. Elles annoncent plusieurs personnes au tombeau ou plusieurs femmes sont mortes. Elles accusent le marquis de Sade d'avoir fait mourir plusieurs personnes avec des pastilles empoisonnées. Il faut préciser que lorsque les Marseillais lisent ces articles, Marguerite Coste et Marianne Laverne s'étaient complètement rétablies et se trouvaient en parfaite santé. On inventa ensuite un bal ou un grand repas prémédité par Sade pour débaucher sa belle-sœur dont il était depuis toujours épris et qui aurait dégénéré en une gigantesque orgie à la romaine sous l'effet du terrible aphrodisiaque. On écrit de Marseille que M. le marquis de Sade, qui fit tant de bruit en 1768, vient de fournir dans cette ville un spectacle d'abord plaisant, mais effroyable par les suites. Il a donné un bal où il a invité beaucoup de monde, et dans le dessert, il avait glissé des pastilles de chocolat si excellentes que quantité de gens en ont dévoré. Elles étaient en abondance et personne n'en a manqué. Mais il y avait amalgamé des mouches cantharides. On connaît la vertu de ce médicament. Elle s'est trouvée telle que tous ceux qui en avaient mangé, brûlant d'une ardeur impudique, se sont livrés à tous les excès auxquels porte la fureur la plus amoureuse. Le bal dégénéra en une de ces assemblées licencieuses renommées parmi les Romains. Les femmes les plus sages n'ont pu résister à la rage utérine qui les travaillait. C'est ainsi que M. de Sade a joui de sa belle-sœur, avec laquelle il s'est enfui pour se soustraire au supplice qu'il mérite. Plusieurs personnes sont mortes des excès auxquels elles se sont livrées dans leur priapisme effroyable, et d'autres sont encore très incommodées. Il est vrai que Anne Prosper de Launay, chanoinesse et sœur de la marquise de Sade, était tombée sous les charmes du divin marquis et s'était enfuie avec lui en Italie. Elle lui écrira même « Je jure à monsieur le marquis de Sade, mon amant, de n'être jamais qu'à lui. » Mais en dehors de cette singulière passion, tout le reste n'était que pure invention. Le 3 août, l'huissier d'acte revient à Lacoste et assigne à nouveau les accusés par cri public, cette fois à comparaître sous huitaine en les menaçant des plus amples exécutions. C'est le crieur de Lacoste, Pancrade Roux, qui est chargé de cette procédure. Mais il s'escrime en vain au point d'en perdre la voix. Le 26 août, les fugitifs sont accusés contumax et défaillants. Les rumeurs enflent alors, et même les plus folles. Le chef de la police et le juge Bayon sont accusés de les avoir fait assassiner afin d'éviter un procès, d'avoir dissimulé leur corps et de les avoir fait enterrer de nuit, dans le plus grand secret. La théorie du complot ne date pas d'aujourd'hui, et de tout temps, elle a trouvé des oreilles attentives et favorables. Elle a démontré en tout cas le peu de confiance et d'estime que les Marseillais accordaient alors à leurs édiles. 2 jours plus tard, de mystérieux placards manuscrits signés « La Justice »
apparaissent à tous les coins des rues de Marseille, en commençant par la rue d'Aubagne, appelant les Marseillais à se rassembler en grand nombre le 30 août vers 11 heures autour de la petite fontaine à abreuvoir de la rue d'Aubagne, où sera érigée en 1803 une colonne provenant de Saint-Victor, surmontée d'un chapiteau ionique et d'un buste d'Homère, œuvre d'Étienne d'Antoine. De nombreux Marseillais répondent à cet appel. Ils demandent justice pour ces malheureuses filles victimes d'un prédateur. Des sifflets et des huées accueillent la garde bourgeoise, mais aucun incident n'est à déplorer, et tout se passa dans le calme. Bientôt, toutefois, le mécontentement se manifesta contre tous les représentants de l'autorité. J'ai découvert récemment une lettre d'un négociant marseillais installé rue d'Aubagne, un certain Perrin, adressée à son neveu résidant à Manosque, et qui me semble refléter un état d'esprit partagé par une partie non négligeable de la population. Il écrit ceci. Les crimes perpétrés rue d'Aubagne soulèvent la colère et l'indignation de tous les Marseillais. Le comportement de la noblesse dépravée, arrogante et dispendieuse avec notre argent, n'est plus tolérable. Il serait grand temps que des hommes intègres, soucieux du bien public et aux mœurs irréprochables, se substituent à tous les postes de la société à ces gredins qui nous asservissent. Très vite, cette sourde colère dépassa largement le cadre de Marseille et de la Provence. Le pouvoir monarchiste est accusé jusqu'au sommet même de la hiérarchie. Ce n'est pourtant pas le vieux roi Louis XV, ni le dauphin, futur Louis XVI, très populaire à Marseille, qui sont montrés du doigt, mais déjà la future reine Marie-Antoinette, dépensière et qui aime s'amuser. On sait que dans quelques années, elle sera accusée de toutes les turpitudes, elle et son amie intime, avec laquelle on affirme qu'elle a eu des relations particulières, Yolande de Polignac. Nous sommes à moins de 20 ans de la Grande Révolution. Alors, c'est un peu l'affolement à Marseille, chez tous ceux qui, comme on l'appelle désormais, dirige et gère la ville, d'autant plus que l'affaire de Marseille est commentée dans la capitale, et à Versailles, le chancelier Montpellier est rouge de colère. Il somme le maire François-Joseph de Marin, qui vient de succéder à le maître de Beaumont à l'hôtel de ville, de tirer au plus vite cette affaire au clair et de prendre des mesures sévères contre ceux qui véhiculent ces calomnies. À ce moment-là, l'affaire des empoisonnés de la rue d'Aubagne, l'affaire de Marseille, n'est plus seulement une affaire politique, disons une affaire politique locale, c'est devenu une véritable affaire d'État. Le procureur Mende et le lieutenant Chaumel entendent alors les témoins qui maintiennent leur déposition et ils établissent des procès-verbaux. Parmi les juges les plus hostiles au marquis de Sade, j'ai retrouvé le nom d'un jeune magistrat marseillais, Jean-René Guin, dont un de ses ancêtres, Jean Guin, avait été nommé second consul de Marseille en 1537, en récompense pour son action efficace et son courage quelques années plus tôt. Alors que la peste s'était déclarée dans la cité phocéenne et que les consuls en exercice avaient pris la fuite, il avait pris en main l'administration de la ville avec le titre de proconsul jusqu'à la fin de l'épidémie. Un an plus tard, Sade et la cour sont déclarés contumaces dans les conclusions définitives du procureur et l'arrêt est rendu à la barre du Parlement d'Aix le jour suivant.
les deux libertins sont reconnus coupables d'empoisonnement et de sodomie. Ils sont condamnés à être livrés entre les mains de l'exécuteur de la haute justice, qui leur fera faire amende honorable au-devant de la cathédrale, l'église cathédrale de la Major, et là, genoux, tête et pieds nus, en chemise, la corde au cou, tenant chacun un flambeau de cire jaune du poids d'une livre, demander pardon à Dieu, au roi et à la justice, et de fait menés et conduits à la place Saint-Louis, au bout du cours, pour, sur un échafaud qui sera à cette fin dressé, Sade aura la tête tranchée, et la cour sera pendue et étranglée jusqu'à ce que mort s'en suive. Ensuite, les corps seront brûlés et leurs cendres jetées au vent. On peut s'étonner que les condamnations de Sade et de Latour soient différentes. En fait, Sade est reconnu coupable d'empoisonnement et de sodomie, alors que Latour n'est coupable aux yeux de la justice que de sodomie. La punition du marquis correspond donc à cette double incrimination, la décapitation punissant l'empoisonnement et le bûcher la sodomie. Après que le Parlement de Provence à Aix ait rendu exécutoire la sentence du 12 septembre, l'exécution a lieu le 13, place des Prêcheurs à Aix. Mais, en l'absence des condamnés, ce sont leurs effigies qui les représentent. La pratique de l'exécution en effigie, qui consistait à remplacer le condamné en fuite par de pitoyables mannequins grandeur nature, façonnés à leur image, et avec le même appareil que si l'exécution fût réelle, marquait ainsi la mort symbolique, à savoir civile, de l'exécuté. Devant le peuple ravi, qui ne voulait pas perdre une miette du spectacle, les pantins se balancèrent lentement au gré du vent, puis se tordirent dans les flammes. Mais les Marseillais ne s'en sentaient pas moins frustrés et manifestèrent leur mécontentement sur la Canebière et autour du port. Néanmoins, en dépit de tout, à quelques centaines de kilomètres de là, rien ne semble troubler la sérénité de Donatien, qui, insouciant, allait commencer à alterner les voyages et les scandales. Ce diable d'homme, devenu l'ennemi public numéro 1, multiplie les provocations et les récidives. Rien ne semble plus pouvoir l'arrêter. Néanmoins, contre toute attente, la procédure contre lui est annulée en 1775, et ceci grâce à la brillante intervention d'un homme, maître Siméon, son avocat. Celui-ci, avec habileté, démontre non seulement l'absence d'infraction de son client, mais aussi l'acharnement judiciaire dont il fait l'objet. Maître Siméon démontre que le divin marquis est peut-être un pervers, un débauché, un homme sans moralité, mais qui n'est en aucun cas un assassin. Il parvient à retourner les juges en faveur du marquis et même l'incorruptible Jean-René Guin. Le jeune magistrat était, dans toute l'acception du mot, ce qu'on appelle un honnête homme. Il savait faire un retour sur lui-même et convenir de ses torts. Un soir, rentré chez lui, enfermé dans son cabinet, Jean-René Guin s'aperçut que, depuis le début de cette affaire, croyant obéir simplement à son devoir, il obéissait à une foule de passions purement humaines. De parti pris, il avait cru que le marquis de Sade avait voulu sciemment faire mourir ses femmes, rue d'Aubagne, et qu'il était donc coupable d'assassinat, ou plus exactement de tentative d'assassinat.
Pourquoi cette conviction si solide? Parce que, élevé dans une sorte de suspicion de la noblesse, il avait toujours éprouvé pour elle une secrète aversion. Or, voici que quelques jours plus tard, il avait reçu dans son bureau une femme au regard céleste, à la parole inspirée, qui prononçait avec amour et respect le nom de l'homme qu'on accusait. Cette femme, c'était Renée Pélagie, l'épouse du marquis de Sade. L'esprit droit et loyal de Jean-René Guin avait donc subi une réaction violente et comme un ambitieux revirement. À présent, il souhaitait ardemment que le marquis de Sade fût innocenté du crime d'empoisonnement, et il se fit serment de tout mettre en œuvre pour y parvenir. Il se rendit chez le procureur général auquel il dit en substance: de nombreuses charges accablent le suspect dans cette affaire, mais en ce qui concerne son projet et sa tentative supposée de mettre à mort ces femmes en les empoisonnant, de fortes présomptions s'élèvent aujourd'hui en faveur de son innocence. M. Mende, troublé par ces propos tenus par un homme qui avait cru dès le début à la culpabilité du marquis, résolut de rouvrir le dossier sans perdre une minute. Il ressortit donc le rapport dont nous avons fait état précédemment et qui est conservé dans les archives du ministère des Affaires étrangères à Paris, ce qui prouve une fois de plus, s'il en était encore besoin, que l'affaire de Marseille était bien devenue une affaire d'État. Il en vint à la conclusion que ce rapport ne laissait pas subsister la plus légère trace du délit pour lequel on avait d'ailleurs ordonné l'information, sans qu'aucune plainte n'ait été reçue. Il faut assurément au moins revoir les chefs d'accusation. Pendant ce temps, Sade est arrêté dans le Piémont par les autorités sardes et enfermé dans le château de Violence. Il reçoit aussitôt la visite du prévôt général de la maréchaussée de Provence, Sanchon de Bournissac, qui lui fut favorable lors de la révision de son procès. « Monsieur le marquis, lui dit-il avec courtoisie, je vous l'ai dit en entrant ici, je ne suis pas un juge d'instruction en ce moment. Je suis un gentilhomme désespéré de voir un autre gentilhomme sous le coup d'une accusation des plus graves, et qui voudrait pouvoir faire triompher son innocence. Mais pour cela, il faut que vous m'aidiez. Dans quelques années, Sanchon de Bournissac sera au centre de ce que l'on appellera l'affaire de la Tourette, que je vous résume rapidement. En août 1789, l'aristocratie et une partie de la haute bourgeoisie mèneront une offensive contre le mouvement patriote et populaire, et la garde bourgeoise tirera sur la foule. Le comte de Caraman, gouverneur de la Provence, confiera alors à Sanchon de Bournissac l'instruction de l'affaire, et celui-ci exécutera sa mission avec une particulière rigueur, faisant arrêter un certain nombre de personnalités très populaires dans la cité phocéenne et provoquant l'hostilité d'une majorité de Marseillais. Il s'ensuivra de violentes émeutes en décembre et en février 1790. Bournissac, de plus en plus isolé, préférera fermer son tribunal et quitter Marseille. Sade est sensible aux propos du prévôt général, d'autant plus qu'il sait que c'est un représentant d'une noblesse farouchement hostile aux philosophes des Lumières et aux idées nouvelles et pourfendeur du libertinage. Il le remercie et le rassure. Il se dit victime d'une cabale et d'un acharnement judiciaire, mais il n'entend pas plier l'échine et revendique ce qu'il est, un jouisseur, un impie, qui n'a besoin ni d'aide ni de compassion.
Ce qui est certain, c'est que le divin marquis sera la victime des querelles politiques des parlements et de la rivalité qui opposait le chancelier Maupeou et la famille de Montreuil. René de Maupeou avait fait preuve d'une grande fermeté face au Parlement qui menaçait depuis plusieurs années le pouvoir royal. Des parlementaires avaient été arrêtés en janvier 1771, certains même exilés et leurs charges confisquées. Suite à la réforme concoctée par le chancelier, les magistrats étaient alors désignés par le roi, mais inamovibles et rétribués par l'État. La réforme Maupeou fut très vivement combattue par la noblesse, avec à sa tête la famille de Montreuil. Renvoyé par le nouveau roi Louis XVI, sa réforme enterrée, Maupeou se retira en août 1774 en pestant contre le roi et en maugréant « Il est foutu !» Mais revenons au marquis de Sade. Cet autoportrait de Montpas, impérieux, colère, emporté, extrême en tout, d'un dérèglement d'imagination sur les mœurs qui de la vie n'a eu son pareil. En 2 mots, me voilà. Et encore un coup, tuez-moi, ou prenez-moi comme cela, car je ne changerai pas. On peut en conclure que cet homme, jugé infâme, scandaleux, diabolique, et dont les tares et les vices étaient innombrables, avait néanmoins une qualité, la seule sans doute, il n'était pas hypocrite. Quant à son épouse, aveuglée peut-être par l'amour qu'elle lui porte, elle n'entend pas non plus céder à l'adversité. Elle décide de le tirer de ce mauvais pas, et elle demande à être reçue par le gouverneur du château de Violon, qu'elle accable aussitôt de plaintes et de reproches, voire de menaces. Elle rencontre Donatien dans sa cellule, puis réalisant qu'en dépit de l'annulation de la procédure à son encontre, sa situation ne s'arrange guère et qu'il reste prisonnier, elle décide de le libérer, le délivrer. Alors pour cela, elle recrute à Grenoble 15 hommes déterminés et dévoués, les arme, les stimule, et se plaçant à leur tête, après avoir averti son époux, employant toutes ses forces et la grandeur de son amour, parvient à le faire évader dans la nuit du 1er au 2 mai 1775. Voici un extrait de la lettre qu'elle lui adressa quelques jours plus tard. Sois bien convaincu que je ne tarderai pas pour t'instruire de ce qu'il y a de nouveau sur ta situation dès que je le pourrai. J'ai trop à cœur de te prouver tout mon attachement et toute ma tendresse pour rien négliger d'aucune manière ce qui te regarde. La longueur de temps déjà écoulé me tue et me désespère autant que toi, parce que je partage ta position avec toute la sensibilité d'un cœur qui ne peut exister que par son bonheur. Un peu plus tard, cette épouse modèle et admirable lui fera part de son désarroi en raison de l'attitude qu'il conserve à son égard. Ce qui me désespère le plus, c'est que tu m'accuses de négligence et de me laisser gagner. Et ces soupçons accroissent le trouble de mon âme et font mon chagrin, t'aimant véritablement plus que moi-même. Sade prend alors la route de l'Italie, déguisé en curé. Monsieur le curé a très bien fait son voyage, à ce que dit le voiturier, excepté que la corde du bac où il était, ayant cassé sur la Durance, que l'on passe pour aller s'embarquer à Marseille, les passagers voulaient se confesser, écrit René Pélagie. On peut penser que
L'idée de devenir confesseur a dû beaucoup amuser l'impie qu'il était. Pendant qu'il voyageait et continuait à s'amuser, et qu'il recrutait pour cela de très jeunes filles dont les parents déposèrent plainte pour enlèvement, son épouse, à force de détermination, réussissait à faire casser l'accusation d'empoisonnement. Mais, pour l'empêcher de nuire, en même temps que pour le protéger, même sa famille en était désormais convaincue, il fallait qu'il soit enfermé. Son oncle, l'abbé de Sade, se fait l'écho de cette volonté familiale. Quant à la présidente de Montreuil, la mère de René-Pélagie, elle use de toute son influence pour que celui qui se fait appeler désormais comte de Mazan et fait expédier à Marseille depuis Naples de grandes caisses pleines de curiosités et d'antiquailles, soit enfin arrêté et ne soit plus rendu à la liberté malgré l'annulation de l'accusation d'empoisonnement. Il sera finalement arrêté dans la capitale en février 1777. Il est alors conduit à Aix et l'année suivante, par lettre de cachet, à l'instigation de sa belle-mère, il est invité à se rendre à Vincennes pour être enfermé. Il n'oppose pas de résistance et il quitte Aix sous bonne garde. Madame de Montreuil respire. Mais c'était sans compter sur sa fille, l'obstinée René-Pélagie, qui, en chemin à Lampesque, le fait s'évader pour la seconde fois et lui fait remettre ce petit mot. Mon bonheur ne peut exister sans toi, ni sans le tien, et le jour où l'on nous rendra l'un à l'autre, je crois que je mourrai de joie. Puisse-t-il arriver bientôt, tous les vœux d'un cœur sont à toi. Mais Sade n'échappera pas toujours à son destin, et en 1777, il est de nouveau arrêté et enfermé, d'abord au donjon de Vincennes, puis à la Bastille. Il a alors 38 ans. Libéré en 1790 par la Révolution, il retournera en prison sous Napoléon. En vérité, l'enfermement lui sera bénéfique, puisque durant toutes ces années, il va devenir écrivain, et un très grand écrivain. Et durant son long emprisonnement, c'est par la plume qu'il continuera à développer ses pires fantasmes, mais avec un talent et un humour qui finissent par nous faire oublier les horreurs et les supplices qu'il décrit, notamment dans les 120 jours de Sodome en 1785, la philosophie dans le boudoir en 1795, ou encore l'histoire de Justine, cette héroïne dont la vertu fit le malheur. Celle-ci, à qui il arrive systématiquement tous les ennuis parce qu'elle est vertueuse, surprend dans une forêt deux jeunes gens fort occupés. Comme le dit Justine, deux tendres et légitimes époux se caressaient avec moins d'ardeur. En plus des tortures, les scènes d'homosexualité, compliquées de bien d'autres pratiques scatologiques, sont très nombreux dans Justine et dans la plupart de ses œuvres. On sait que Jean Genet, adolescent, avait été surpris à voler un livre de poèmes et incarcéré pour cet acte et d'autres petits larcins, il avait décidé de sanctifier son geste et d'aller jusqu'au bout en devenant voleur, revendiquant ainsi une associabilité profonde. Sade ira plus loin, lui aussi, mais en imagination seulement et dans ses livres. Il faut une fois encore rappeler que contrairement à la mythologie qui s'est créée autour du divin marquis, il n'a jamais véritablement torturé ni empoisonné personne, comme l'avait brillamment prouvé maître Siméon après l'affaire de Marseille. En prison, un homme entre, il en sort un écrivain, note Simone de Beauvoir. Elle n'avait pas tort, tout au moins en ce qui concernait Sade. Pour Guillaume Apollinaire, Sade fut l'esprit le plus libre qui ait existé.
Il mourra de nombreuses années plus tard, en 1814, à l'âge de 74 ans, à l'hospice de fous de Charenton, mais toujours égal à lui-même, et pas si fou que ça. Il demandera dans son testament de ne plus être enterré religieusement, dans le bois de sa terre de la Malmaison, près d'Épernon. Il avait prôné toute sa vie un athéisme virulent. Pour lui, la nature était différente, sans dessein, hasardeuse, criminelle, avec ses forts et ses faibles qui opèrent une sélection impitoyable. On serait tenté de dire que c'est du pré-darwinisme. Il souhaitait aussi que rapidement les traces de sa tombe disparaissent de dessus la surface de la terre. Comme, ajoutera-t-il, je me flatte que ma mémoire s'effacera de l'esprit des hommes. En cela, il n'a pas été exaucé. Mais il est temps de nous poser la question de savoir ce que sont devenues les héroïnes de cette rocambolesque affaire, les infortunés empoisonnés de la rue d'Aubagne, dont l'aventure, somme toute assez banale, devint une affaire d'État. Marie Borelli, sans doute rongée par le remords, car elle avait renié Dieu à la demande du marquis. Pour sa défense, je précise que ce fut sous les coups et les humiliations. Tout le monde ne peut pas être sainte Blandine. Elle décida de consacrer à Dieu le reste de sa vie, et elle entra au couvent des Récollettes dans les années 1780. Ce couvent, l'un des plus importants de Marseille, s'étendait de la rue des Dominicaines à la rue des Petites Maries, en bordure du cours qui ne portait pas encore le nom de Belzunce. C'est sur une partie de l'emplacement du couvent des Récollettes que sera un jour construit le théâtre de l'Alcazar. Quant à la maison de Marie Borelli, au numéro 15 bis, elle fut détruite au XIXe siècle et remplacée par l'immeuble actuel. Les autres victimes tragiques du divin marquis reprirent, semble-t-il, leurs activités, en multipliant les précautions, et après cette notoriété éphémère, rentrèrent très vite dans l'anonymat. Quant à Marguerite Coste, très éprouvée par cette aventure, et toujours persuadée qu'elle avait bien tenté de l'empoisonner, elle quitta le quartier et la profession, se mit en ménage avec un brave homme, tonnelier de son état, qui lui fit un enfant, prénommé Frédéric. Mais elle n'en finira pas pour autant avec l'affaire de la rue d'Aubagne. Les méchantes langues prétendirent que le père de ce garçon n'était pas le brave tonnelier, mais le lieutenant Chaumel, celui-là même qui était venu prendre sa déposition et qui, dit-on, avait été aussitôt séduit par ses charmes. Le fait est que Frédéric Coste reçut une éducation digne d'un enfant de la bonne bourgeoisie, dans des établissements renommés et coûteux. Il serait même entré dans une école militaire. Est-ce ce même Frédéric Coste que l'on retrouvera 20 ans plus tard, sous-officier dans les troupes de l'expédition d'Égypte du général Bonaparte, et qui tomba lors de la bataille des pyramides? Que devint Marguerite, dont on prétendit qu'elle renoua avec ses anciennes activités, bien que n'étant plus de première jeunesse, après la mort accidentelle du tonnelier, en plein cœur de la Révolution? Autant de questions qui restent à ce jour sans réponse. Je vous remercie.